Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On démarre cette nouvelle semaine qui va être évidemment capitale pour les indices, alors on va parler action, mais c'est vrai qu'il va falloir faire très attention. Ça va être piquant parce que donc voilà, il y a des choses malheureusement inattendues qui pourraient se produire en fonction de ce qui se produira. Donc on va voir, il y a du GBP à traiter cette semaine, mais moi très honnêtement je vais rester à l'écart de ce truc-là, à savoir je vais donc laisser se dérouler mes scénarios hebdomadaires en espérant donc que ces derniers pourront se déclencher avec ces catalyseurs. Évidemment, si ça tape du mauvais côté de la pièce, eh bien il faudra dans ce cas-là réduire probablement mes expositions pour attendre d'autres prix. Maintenant, bon, on parlera de tout ça après. Je pense qu'on va commencer direct crypto-devise parce que c'est vrai que souvent j'emmerde nos aficionados de la crypto à parler d'autre chose que des cryptos alors qu'ils ne s'intéressent qu'à ça. Donc je vais faire d'abord crypto, ensuite on fera un point pour le reste. Comme ça, ceux qui ne s'intéressent qu'à ça pourront passer tranquillement à autre chose. Alors, crypto. Donc, là aussi pareil, plutôt qu'un long discours, je vais y aller très simple. Je vais vous donner encore une fois l'exposition à laquelle je suis. Donc ça y est, c'est fait, je n'ai plus un seul euro disponible sur mon compte Bitstamp, à savoir j'ai mis tout ce que j'avais. Par contre, j'ai changé un petit peu mes plans, à savoir j'avais prévu de garder cette liquidité pour Bitcoin et je suis allé la foutre dans Ethereum à la place. Donc j'ai beaucoup moins de Bitcoin que prévu, mais beaucoup plus d'Ether que prévu par contre. Donc on va voir si c'était un bon choix, une bonne prise de décision ou pas. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais donc hier, j'ai quand même eu, malgré tout ça, en clôture, le signal divergent maintenu. Ce signal qui est donc ici, que j'attendais. J'imagine que BTC a dû faire la même de toute façon. On va voir ça. Je n'ai même pas regardé BTC hier. Ah bah voilà, non, BTC ne sort rien du tout lui. Alors ça, c'est d'ailleurs, c'est assez gênant. Alors laissez-moi une seconde parce que je sais pas ce qu'ils foutent chez TradingView, mais là, ils sont en train de me gonfler avec leur truc. Euh, Pardon, désolé pour moi. Donc voilà, le Bitcoin, rien du tout, donc à suivre. Ça me paraît bizarre quand même qu'il n'y ait aucune pattern qui soit déclenchée là. Alors après, c'est vrai que le momentum sur Bitcoin n'est pas descendu aussi bas, c'est-à-dire que là, on est quand même juste passé à moins 60, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas déclenché, parce que j'ai des patterns qui nécessitent que le momentum aille en dessous de 70, voire même 80, donc la zone de survente, pour pouvoir déclencher quoi que ce soit, ce qui a été le cas sur l'Ethereum, où là, bien sûr, évidemment, on est passé euh, très marginalement, mais on y est passé sous la zone des 80. Donc là, il détecte bien la structure de divergence. D'accord. Ça veut donc take profit. Normalement, ici, les mecs commencent à se faire la malle. Ça n'a pas été le cas. On a dérouillé une nouvelle fois pour pousser à la divergence. C'est-à-dire là, pour moi, on est vraiment sur des niveaux extrêmes. Bon, ça le traduit également ici aussi. Sur l'Ethereum, ce qui fait que moi, ici, cette formation en triangle qu'on est en train de faire, je serais bien malin de penser qu'on va en sortir par le bas. Alors évidemment, nos amis chartistes nous sortiront toujours la même chose, à savoir un triangle, on sort dans le sens de la tendance précédente. Oui, sauf que c'est pas toujours le cas, sinon ce serait trop facile. Donc on va voir, moi je pense toujours à la maturité finale de cette tendance, à savoir des vagues 5. Maintenant, c'est peut-être effectivement juste une consolidation en triangle vague 4 avant une dernière impulsion, et vous savez que les cryptos ont une fâcheuse tendance à nous faire des vagues 5 assez punchy. Donc, faut s'attendre probablement à de nouvelles baisses de 30-35% si on sort de ce triangle par le bas. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça va me faire sortir de là? Peut-être pour les renforts que j'ai pris hier. C'est-à-dire que je vais peut-être sortir ces 2005 si jamais on sort vraiment du triangle par le bas pour viser la zone des 50. C'est une zone technique qui est assez dense et il faut savoir que ici, si ça m'avait sorti du exit, j'aurais été beaucoup plus confiant. La simple divergence, c'est bien, mais je vous rappelle que je voulais changer justement, je vous l'ai mis à jour, tiens d'ailleurs on va en parler tout de suite, c'est Momentum 1.6 maintenant, hein. Voilà, donc je vous l'ai mis à jour, je vous avais prévenu pardon, que je ferais ça, donc c'est-à-dire que les divergences standards, c'est-à-dire qui sont supposées freiner les prix au sein d'une tendance, je les ai passées en signal gris, tout simplement parce que elles sont à traiter en tant que telles, c'est vraiment ça. Ce ne sont pas des signaux d'achat, les divergences, ce sont généralement des signaux de fin de tendance dans le sens opposé, qui permettent éventuellement, si on est sur un niveau technique, d'acheter la fin de la tendance baissière. Bon, là, évidemment, en recontextualisant la chose, on est en fin de crack. Après des marchés extrêmement survendus, l'Ethereum aussi, hein, on est allé chercher des valeurs complètement ultra débilos. Je me rappelle, si je débloque le momentum, on est parti chercher donner les valeurs carrément.
parti chercher du moins 140 sur le momentum. C'est des valeurs qu'on voit très 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 rarement. Ça montre enfin voilà, ici quand on voit la perte de valeur, on est quand même passé de 200 à 100, on a divisé le prix par 2. Donc effectivement, énorme perte de valeur sur cet actif-là, sur cette phase-là, un peu épidermique, qui correspond pour moi totalement au schéma de la vague finale d'un marché en crack. Alors, enfin en crack ou en consolidation, ici pour moi il n'y a pas le schéma de crack justement. Je vous rappelle que pour moi ici on a un schéma de consolidation, mais un schéma de consolidation extrêmement violent, puisque tout simplement si vous vous collez au sommet de l'Ethereum, au sommet là, voilà, hop, si on se met par là, alors c'était même un peu plus haut, voilà, si on se met par là, regardez la valeur dans la marge, et encore, c'est même pas la bonne, parce que je vais même pas choper la mèche, on est sur du 95% de retracement en fait. Bon voilà, je vous donne le chiffre, mais en fait de sommet à creux, on est sur 95% de perte de valeur sur l'Ethereum. Alors certes, le sommet était débile, tout autant que l'est cette zone de prix. Donc voilà, tout simplement vous faire noter ce truc-là. 95% de la perte de valeur, donc on a divisé les prix par 20. Hein, voilà, donc c'est pas rien non plus. Et puis on est sur des ratios qui correspondent aussi à des choses qui font pour moi du sens, c'est-à-dire que par rapport au prix plancher qu'on avait sur le cycle précédent, voilà, les prix planchers du premier cycle haussier, bah, on est à peu près à 8 fois la valeur précédente. Voilà. On maintient quand même un plancher supérieur, mais en ayant quand même détruit 95% de la valeur complètement bullesque créée auparavant. Pour moi, ça reste quand même un actif haussier, hein, voilà. Mais il me semble que cet actif devrait nous retrouver un petit peu plus de punch dans les prochaines semaines. Donc on attend patiemment, parce qu'en hebdo, j'ai toujours pas le retournement. C'est-à-dire que le daily, le momentum tente de, et on voit qu'aujourd'hui déjà, boum, ça retombe. Donc la clôture d'aujourd'hui, il va falloir qu'elle maintienne le momentum à la hausse. Si le momentum se réoriente à la baisse, bah, tout simplement, c'est une pattern qui se déclenche. Le lendemain, le marché l'invalide. Je vous rappelle que les divergences sont des patterns qui ne s'activent que lorsque les prix reviennent chercher des résistances. C'est-à-dire que là, c'est une divergence qu'on considère comme étant juste détectée. Elle deviendra potentielle quand on viendra chercher un 121, c'est-à-dire la dernière résistance en fait, le dernier cycle de momentum qui est ici. C'est-à-dire que pour que cette divergence soit potentielle, il faut revenir là. Ensuite, il faut que le momentum aille au-dessus de ça. Ce qu'il va probablement faire, et il faudra que les prix franchissent cette zone, et là elle deviendra active, et là réellement on pourra trader cette divergence comme étant un signal d'achat. Donc il faut vraiment faire attention, c'est pour ça donc je vous dis que je les ai passées en grise, parce que ces divergences, spécialement celle-là, ce qui ne sera pas le cas de ces divergences-là. Les divergences cachées sont des divergences où vous pouvez déjà gérer votre risque, c'est-à-dire que vous savez où placer vos stop-loss, donc là pour moi celles-là peuvent beaucoup plus être considérées comme des signaux d'achat. Donc j'ai dit maintenant je décompose la pattern divergente en deux signaux, les signaux de divergence standard qui se font contre le sens de la tendance, les divergences cachées qui se font dans le sens de la tendance et qui, elles, pour moi, restent des signaux d'achat ou de vente. Voilà, donc ça c'est la dernière mise à jour de Momentum, avec 2-3 bricoles en plus, mais rien de bien méchant. D'ailleurs j'en profite tout de suite pour vous le dire, Framework aussi a été mis à jour, en version 1.3 et j'ai rajouté des conneries. Mais par contre, beaucoup d'entre vous vont vont remarquer ceci, c'est-à-dire que si vous enlevez ça, voilà, vous n'y verrez probablement plus grand-chose. Je vais prendre un autre exemple, un JBP. Voilà, vous vous retrouverez comme ça, vous allez me dire, ah mais putain, j'y vois plus rien sur mes graphiques, c'est l'enfer. Donc voilà, tout simplement, vous allez ici, ok. Et alors, il y a deux façons de faire. Soit vous faites ce truc-là, moi je vous conseille, faites Scale Price Chart Only. Voilà, pas de souci, ça réglera le problème. En fait, je vous explique. L'option, c'est qu'il y en avait qui m'avaient demandé, en attendant que je vous mette Pro Alert, de pouvoir déclencher les alertes sur les indicateurs. C'est ce que je vous ai fait, c'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a une sortie sur chaque indicateur, Momentum et Framework, d'accord, que vous trouvez tout en bas, qui s'appelle Alerte. Alors, il faut aller tout en bas, voilà. Où te caches-tu, ma petite ? Qu'est-ce que c'est que ce Vince ? Ah, bon, bah, ça doit même pas être à jour sur celle-là. C'est pas grave, au moins vous l'avez sur Framework. C'est moi, hein, il faut que je mette mes indicateurs à jour sur le graphique. Qu'est-ce que je vous dis ? Hop, en Framework. Voilà, si vous allez dans le style, normalement... Ah oui, merde, non, voilà, vous le voyez pas parce que c'est une sortie qui est cachée, c'est vrai. Donc c'est une sortie qui est cachée, mais par contre, si vous allez dans les alertes, voilà, hop, vous créez une alerte, prenez Framework, dans les différentes sorties, voilà, vous avez celle-là maintenant, les signals, et en fait vous pouvez déclencher des alertes là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez les alertes de contexte, les alertes de prix, voilà, vous prenez cette sortie, et donc c'est écrit 1 égale boule, moins 1 égale bear. C'est-à-dire si vous voulez des signaux haussiers, vous faites
greater than 0. Ok, pardon, hop. Si vous voulez des signaux vendeurs, vous faites less than 0 et ça déclenchera. D'accord? Vous faites comme ça, et là, comme ça, vous pouvez avoir les signaux, price OK. Même chose pour les doubles signaux sine wave plus momentum. Si vous voulez le déclenchement sur les doubles signaux, vous faites donc la même chose ici avec une alerte. Vous pouvez créer une alerte sur momentum avec cette même sortie signals. D'accord? Si vous voulez les doubles signaux des indicateurs, c'est comme ça que vous les attraperez. On est d'accord? Voilà, désolé pour cette petite parenthèse, mais je sais que j'ai déjà reçu une question à ça et j'y avais pas pensé. Donc voilà, notez bien ça. Si vous êtes embêté avec les valeurs 0 de vos graphiques, simplement activez cette action Scale Price Chart Only. Donc bref, on en revient à notre Ethereum. Donc voilà, moi je vois bien la structure en triangle. Hier soir quand je me suis couché, je me suis mis une alerte ici à 90 et je me suis dit si je me réveille demain matin et que l'alerte est déclenchée, c'est qu'on fait un triangle et ça rate pas, on y est. Donc voilà, le momentum rejette ici. J'avais vu ce signal bear, je me suis dit ah putain, nom de Dieu, ils vont pas nous faire ça quand même. Pas un triangle, et ben si. Voilà, donc les deux trail lines sont toujours visibles à la hausse, à la baisse. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a un équilibre de force acheteuse et vendeuse. Cet équilibre se matérialise sous la forme d'un vilain triangle de momentum et ça me fait chier au possible, mais c'est comme ça. Ça se produit en plus au contact du canal de tendance, donc il y a tous les éléments pour une vague 4 en triangle. Donc malheureusement l'incertitude est maintenue sur Ethereum, c'est-à-dire que malgré le signal technique en daily, je n'ai pas la confirmation qui vient sur les UT inférieures. Pire que ça, je vois même une structure de type vague 4 qui pourrait laisser une vague 5. Et vous savez que la vague 5, elle revient chercher normalement le canal de tendance une dernière fois, d'accord? Et bah, regardez, on va même regarder en fait ici, hein, c'est en 15 minutes, donc si on suit la tendance, la vague 4 normalement, donc elle consolide ici à proximité du canal de tendance, elle relance une dernière fois normalement à la baisse pour venir chercher ce même canal une dernière fois. Normalement, elle peut même l'enfoncer un petit peu, mais c'est la dernière vague, c'est-à-dire que derrière, après, on aura le fameux V-bottom normalement de l'Ethereum. Donc, si jamais ça doit baisser, quelle est la zone qu'on pourrait viser? La zone technique. Ben là, je pense qu'il faut retourner en daily. Pour ça, je vous mets le multi-time frame et aller chercher les différents niveaux de support. Donc celui-là, on l'a enfoncé, celui-là, on l'a enfoncé, et il y a celui-là. Alors, il y a différents exchanges qui ont coté cette valeur-là, d'autres pas du tout. Donc je dirais c'est dans cette zone-là. Moi, j'ai noté cette zone sur d'autres graphiques, c'est-à-dire que certains exchanges n'ont pas coté plus bas que 65, certains, comme ici, sont allés très très bas. Donc voilà, moi je note cette grosse zone 65 et surtout cette zone de consolidation très forte qui pour moi est un énorme plancher sur lequel on aura du mal à passer. Donc pour moi en fait soit on va bloquer sur ce plancher là, soit sur celui-là. On est déjà en train de coter celui-là. Donc soit le triangle, on va en sortir par le haut et c'est terminé. Derrière c'est short squeeze. Soit on en sort par le bas une dernière fois pour aller viser peut-être ce niveau des 50. Je vous rappelle quand même qu'on est à 85 là en dollars. Enfin, on est allé faire 80 en dollars. Donc, aller à 50, ça veut dire encore moins 40% sur les Ethers. Bon, au bout d'un moment, c'est les soldes, après toujours les soldes. Quand on a enlevé 95% de la valeur, bon, aller à 96 ou 97, ça change plus grand-chose. Donc voilà, à voir sur ce truc-là. Moi, je vous dis, je maintiendrai ma gestion du risque dans la seule et unique condition où ce marché échouerait ici, donc sur ce triangle, pour mettre une nouvelle et dernière poussée baissière au-delà de cette pattern déclenchée sur la divergence. D'un point de vue technique, je ne traderai absolument pas les ventes. C'est carrément, c'est du suicide. Voilà, on est en vague, mais vraiment majeure, ou dans le pire des cas, on est en train de faire pour moi une vague 5, une petite 5 de 5 de fin de conso baissière. Donc pour moi, ABC en structure héliotiste. Et donc cette erreur que j'ai commise, et je la remets parce que, comme toujours, je rappelle qu'en spéculation, on fait des... En fait, ça revient à faire un pari, la spéculation. Mais c'est un pari où on gère son risque. C'est-à-dire qu'il y a des paris stupides où on trade parce qu'on pense, et il y a les paris intelligents où on trade parce qu'on a une gestion du risque associée. Ça reste un pari. On ne sait absolument pas ce qui va se produire. On essaie de mettre les chances de notre côté. Voilà le schéma que je pensais. Voilà la raison pour laquelle ici, sur la zone des 180, j'avais quand même bien chargé mon compte en Ether. Ça, le marché, il en avait décidé autrement, et au final, il m'a dit, ben non, vous voyez, tout est histoire de positionnement des vagues. Ici, même chose, on n'est jamais revenu chercher le canal de tendance. Normalement, dans une vague 4, on le fait. Ce qui fait qu'au final, la vague 4, pour moi, elle s'est peut-être terminée ici, et on est donc en train de faire la 5, mais on respecte ce même schéma. Voilà. Pour moi, le schéma, il est quand même respecté. C'est juste que, au final, j'ai identifié ma vague 4 comme étant là, elle ne l'était pas. Bon, voilà, on continue la baisse. Mais pour moi, dans le schéma, là, on est vraiment sur des phases de maturation énormes, puisque là, pour le coup, on a bien cassé le canal de tendance et on a mis la vague finale.
Donc la grande question, en fait, c'est de savoir si c'est la même chose qui nous attend ici, sur cette unité de temps-là. Est-ce qu'en fait, cette forte phase de baisse à l'époque, que j'avais identifiée avec une vague 4 là, bah, est-ce qu'on n'est pas justement en train de la faire ici, former le même genre de triangle, et dans ce cas-là, on n'en serait qu'à ce stade-là, sur cette tendance-là. Nous resterait donc à faire, toc, et fini. Donc une touchette vers les 65, là on baisse, et derrière, boum, game over. Et derrière, par contre, on termine toutes ces tendances, et la tendance hebdomadaire. Là derrière, évidemment, elles sont où les résistances hebdomadaires? À 400 $. Donc là derrière, il va falloir s'accrocher les loulous. Si on forme un creux ici, il n'y aura pas la moindre résistance chartiste avant 400 $. Et ce sera qu'une première étape, hein, c'est-à-dire revenir chercher ce précédent support, probablement vers la zone voilà, des 377, et je pense qu'on fera ça en ligne droite. Moi, je respecte la stratégie, je ne vends pas tant qu'on n'est pas au-dessus des 50%. Donc je ne rendrai pas mes Ethers tant qu'on n'est pas au-dessus de 515. Voilà. Ça, c'est ma stratégie. Donc c'est pour replacer, j'ai pas dit que ma stratégie, elle serait bonne, j'ai pas dit que j'avais attrapé le bottom, voilà, simplement en gestion du risque, ce signal qui est arrivé en daily me semble faire pencher la balance dans le sens où ce triangle, même si on y arrive par la baisse, ne veut pas nécessairement dire baisse à venir, ça veut probablement juste dire « Eh, dis donc, coquin, tu penses qu'on va encore vendre ? Eh bien ici, on t'arrachait la tronche avec un triangle à la hausse. » Je vais simplement, pour vous deux, pour illustrer ce propos, vous donner un exemple. Par exemple, rappelez-vous le Bitcoin, parce que je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps, c'était ici, donc en juin... là, ici, voilà, regardez-moi ça, magnifique triangle sur un support. Évidemment, moi-même, à ce moment-là, j'avais décidé de vendre le Bitcoin. D'accord? C'est-à-dire que j'avais encaissé mes gains et je m'étais dit, ah, mais non, mais c'est pas bon ce triangle, je vais le vendre parce qu'il y a des prix qui attirent en dessous, blablabla. J'avais trouvé toutes les raisons. Et ici, il s'était passé quoi? On avait fait énorme short squeeze de 15% en quelques minutes ici sur le Bitcoin. Parce que, évidemment, tous les spéculateurs s'étaient mis à la vente sur le support. Les spéculateurs, les margin traders de Bitfinex. Donc le truc, c'était, quelle était l'erreur que j'avais commise? C'était tout simplement ça. Je m'étais dit, ok, chartiste, on a un triangle, on y arrive par le bas, il y a la possibilité de coller une vague de plus, et non, voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le même gugus, enfin le même attrape-gugus aujourd'hui sur l'Ethereum? Sur un support, on fait un triangle, tout le monde pense qu'on va en sortir par le bas, et boum, short squeeze derrière. Je vous rappelle l'émission, alors je ne l'ai pas faite en français, du coup je vais prendre un peu de temps ce matin pour la faire et vous la retranscrire dans notre belle langue. Pourquoi j'ai pris mes Ethers ce week-end et pas des Bitcoins? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs éléments graphiques. Déjà, le traitement de ce support clairement identifiable. Là maintenant, on voit que c'est traité de façon triangle, mais très sincèrement, dimanche, on n'en savait rien et je m'attendais très bien. Enfin, samedi, on n'en savait rien et je m'attendais sans problème à me retrouver avec un dimanche à plus 40, 50, 60 ou 120 ou 150% sur l'Ethereum. On voit que c'est toujours pas le cas. Peut-être ce lundi, peut-être mardi, peut-être on n'en sait rien, ou peut-être le triangle ira plus bas, chercher les 65. Moi, je m'en fous. Voilà. Tant que j'ai pas de nouvelles informations, je ne fais rien. On est en formation de ce triangle. Je le laisse donc se former et on verra quelle sera sa cassure. Donc, Ethereum, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement ça. Ethereum, alors, on va faire... Putain, pourquoi je les ai enlevés? Donc, ETHUSD longs, moins... Oui. Moins ETHUSD shorts. Voilà. En fait, en faisant ça, en daily, on peut même le regarder en hebdo, voilà. En fait, je me suis rendu compte que c'est la première fois que en fait, le ratio long vs short sur les carnets Ethereum était en train de se renverser. C'est la première fois en fait qu'on avait plus de demandes à la vente dans les carnets que de demandes à l'achat. Ce qui est très bon signe en fait. Je vous rappelle qu'un renversement normalement, bon alors ça c'est pour ceux qui font plutôt du trading au carnet d'ordre, mais voilà, quand le carnet d'ordre se renverse, en général les prix tardent pas à le faire, et c'est généralement signe d'un squeeze. C'est-à-dire que là je pense qu'on s'attend, moi je m'attends à un squeeze sur l'Ethereum, ce qui me laisse à penser que ce triangle, si on le forme, c'est probablement un attrape-couillon. On va peut-être essayer de le briser par le bas, de briser le support, la ligne support du triangle pour mieux piéger les cons, et puis tout simplement derrière on va squeezer. Donc en fait, à mon avis, prenez exemple sur la structure BTC qu'on a vue juste avant, la formation de ce triangle, sa tentative de cassure baissière, parce qu'à l'époque c'est exactement ce qui s'était passé, hein. On va le reprendre, mais je vous laisse regarder ça. Voilà. En fait c'est
depuis le moment où je veux acheter l'Ethereum, c'est-à-dire cet été, on a passé tout notre temps avec un carnet à l'achat. Ça veut dire quoi? Il y a plus de demandes acheteuses dans le carnet que de demandes vendeuses. Et ça, en général, bah, ça fait quoi? Ça attire les prix vers le bas. La demande acheteuse attire les prix. Le moment où le carnet se renverse, c'est-à-dire la demande devient insuffisante sur une zone de support, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement la demande a été exécutée, que les gens sont dans le marché, et évidemment quand ils sont à l'intérieur du marché, les gens ils font quoi après? Eh bien ils demandent à sortir, ils placent leur target, donc après avoir demandé d'acheter, ils demandent de vendre, et c'est là où vous voyez en général ce renversement dans le carnet, et très clairement, quand cette situation d'équilibre se met en place, où le carnet devient plus vendeur qu'acheteur sur un support, ben en général on tient le support, et puis on va chercher les résistances. Voilà. Alors on peut essayer une fausse cassure, comme on l'avait fait donc sur nos amis Bitcoin à l'époque. Je vais essayer de vous le mettre en 2 heures si on y arrive. Là, alors je vais activer une option parce que ce sera quand même mieux. Voilà. On va essayer ici. Donc c'était là pour Bitcoin. Est-ce que tu peux me ramener dans cette donnée intraday? Voilà. Regardez bien ici. Hein. Donc sur ce graphique, on avait fait exactement ça. Formation du triangle. Tac, tac, tac. Hop, et là, pouf, tentative de cassure, passe pas, boum, gros squeeze derrière. Donc je pense sincèrement que c'est la même chose qui nous attend. C'est-à-dire que là, ici, on a fait rentrer tous les gugus. Hein. Normalement, le triangle, je vous rappelle, ça se construit comme ça. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Ça se construit dans ce sens-là. A, B, C, D, E. Et là, hop, normalement, ça casse le triangle. Et évidemment, ici, on est en sortie baissière. Et bien là, on avait fait quoi? Et ben on avait fait, ben non, on fait pas ça. Du coup, ça faisait vague 1. Et du coup, on décale toute la structure du triangle. Et ça fait A, B, C, D, E. Et on y va, mais dans l'autre sens. Donc attention, moi, c'est vraiment cette structure que je recherche. La formation de 3 sommets successifs. La tentative de cassure, celle-là, attention, hein, elle peut très bien venir essayer de faire une fausse cassure jusque-là. Moi, ce que je vais trader par contre derrière, c'est la cassure de la résistance si elle se met en place. Voilà. Ce sera pour moi la validation. Alors je dis trader, je ne vais pas trader, j'ai déjà mis ce pognon. Mais voilà, ici pour moi, c'est là qu'arrivera la validation. Et par contre, je risque d'utiliser mon compte CFD pour des petits trades spéculatifs en cassure de l'Ethereum pour essayer de maximiser un petit peu les gains. Voilà donc tout ce que je vais faire sur les cryptos. J'attends ce squeeze. Maintenant, on va être rationnel et pragmatique. Attendre quelque chose ne veut pas dire que ça va se produire. Donc soyez quand même très prudents par rapport à ces choses-là. Moi, je vous recommande quand même donc beaucoup de prudence. Mais voilà, je préfère quand même être franc. Moi, j'y vais et je n'ai plus de cash sur mon compte de trading en crypto, tout simplement parce que je pense que maintenant, il est bien mieux utiliser ce cash à acheter ces mêmes cryptos que l'inverse. Donc pour l'instant, théoriquement, si on est bien dans le suivi de la stratégie que je viens de vous escompter, on est donc vague 1, enfin premier sommet, deuxième sommet validé, ok, j'attends la formation du troisième, tentative de baisse et cassure, voilà ce que j'attends, ok. Allez, on va se placer maintenant sur les indices et sur le Forex pour voir un peu si j'ai des choses à vous présenter. Tu m'y la saloperie? Non. Allons-y gaiement. Ok, donc pour l'instant, attendre de nouvelles informations, attendre de la fin de la formation de ce triangle. Donc pour l'instant, en termes de structure, on en est toujours en attente de la formation du deuxième creux. Pour l'instant, rien du tout. Le momentum est plutôt mature puisqu'on se rapproche de la trailline. Donc théoriquement, par là, ça ne devrait pas tarder à trouver son support graphique. Allez, les marchés classiques. Donc, le S&P 500 la semaine dernière clôture à nouveau sur le support. Est-ce que c'est la fin du monde et tout ça, tout ça? Bah non. Est-ce qu'on peut aller un peu plus bas? Oui, puisque tout simplement le breakout ici peut nous amener légèrement plus bas. On a toujours la target. Maintenant, on est déjà revenu le visiter. Hein. C'est-à-dire, on a tenté et on est revenu tester le niveau. Normalement, bah voilà, un échec de breakout, c'est synonyme de range. Pour moi, on est bien dans une structure de range, tout ce qu'il y a de plus valide. Maintenant, elle est très sale, cette structure. Je pensais à un triangle, c'est-à-dire je pensais qu'on ne casserait pas ce support-là. On l'a cassé. Donc pour l'instant, on a tous des creux et sommets descendants dans une structure que j'ai énormément de mal à identifier. Donc je fais rien pour l'instant sur les marchés américains. Je tiens toujours mes achats de la semaine dernière parce que les stops sont payés, mais s'ils sont déclenchés en ce début de semaine, je n'en serai pas non plus surpris. 2622, j'ai même probablement été déclenché. Je ne sais plus où j'avais mis les stops. Bon, je ne sais même pas, je regarderai tout à l'heure, j'ai même pas ouvert le compte encore. Donc je vous fais une analyse à chaud.
Donc les indices, moi je dirais patience, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas les lire, ils sont illisibles en fait, pour être honnête. Ce qu'il faut acheter, vendre, vendre, acheter. On va regarder Daxou, ce qu'il nous fait ce matin. Bon, bah, voilà, c'est pas... Merde, pardon. Voilà. Je ne suis pas convaincu plus que de mesure. Dans ce chart en daily, malheureusement, toujours pas de breakout. On serait éventuellement dans un schéma de tendance baissière, c'est possible, parce qu'on est en train d'essayer d'écarter le canal de tendance. Donc là, c'est soit on retrouve des achats, mais d'entrée de jeu, c'est-à-dire là, en fait, la bougie d'hier, enfin la bougie de vendredi, clôture en bas, certes, mais elle est quand même signalée ici, et on est en travail d'un niveau technique. Alors malheureusement, on a clôturé sous le niveau technique. C'est ce qui m'invite à penser que il y a quand même un petit excès possible à 10 500, 10 600. Mais parce que le niveau technique, théoriquement, c'était soit le niveau du gap, ici les 10 786, mais on est venu clôturer légèrement dessous. Donc ça laisse deux options. Soit la bougie d'aujourd'hui invalide l'excès de vendredi, on revient clôturer au-dessus de la bougie de vendredi, en avalement haussier, on revient clôturer au-dessus des 10 009, entre guillemets, support sauvé. Option numéro 2, tout simplement, ce signal-là, je vous rappelle qu'il doit se produire sur un niveau technique. Dans ce cas-là, on considère qu'il ne se produit pas sur la zone de gap, et on viendra chercher le niveau Fibo 567, voire carrément continuer à baisser. C'est totalement possible. Ici, on a une target d'un second breakout qui s'est produit là, qui nous amène une target 10 002. Bon, c'est pas impossible, 10 200, c'est vraiment pas impossible. Mais voilà, moi je vous rappelle que normalement, les cassures au sein d'une tendance, il n'y en a qu'une. Et moi, je la placerai pas là. C'est-à-dire que moi, je pense que les indicateurs ici se sont plantés. Je vous ai dit que pour l'instant, je traite avec ça parce que j'ai pas mieux sous la dent. Mais là, c'est l'algo des breakouts du vieux sine wave. C'est-à-dire, c'est des algos qui ont plus d'un an et demi et je les ai carrément améliorés depuis. Simplement, j'arrive pas à compiler ce maudit sine wave bêta. Toujours à cause des conneries de TradingView. Donc, pour moi, le schéma, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la précédente résistance, toutes les clôtures, et on reporte au niveau du break. Et comme par hasard, ça nous donne la zone du gap, raison pour laquelle ici j'avais de très fortes convictions acheteuses. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait une clôture dessous que c'est pas bon. Parce que je vous rappelle qu'il y a plein de structures d'invalidation de cassure qui en fait viennent chercher le niveau technique, cassent le niveau technique avec une clôture franche en dessous, et il y a trois structures qui invalident les cassures. Ce qu'on appelle la Morning Star, c'est-à-dire en fait on vient breaker le niveau derrière doji, il n'y a pas de flux, et le jour d'après, boum, on revient clôturer au-dessus du niveau. En fait, on forme un support légèrement sous le support, c'est ce qu'on appelle un excès dans ce cas-là, mais on maintiendra le bottom. Option numéro 2, aujourd'hui, avalement haussier, c'est la pire de toutes, c'est-à-dire ça tente la cassure et le lendemain, boum, c'est invalidé. Option numéro 3, le harami, c'est-à-dire qu'on revient clôturer sous le niveau de support, juste sous, mais au moins à 61% de la bougie précédente, avec une clôture en haut. Il faut que la bougie clôture à la hausse, au plus haut de la journée, et le jour suivant doit valider ce harami haussier par une cassure des plus hauts. Voilà. Donc ça, c'est la structure qu'il faut surveiller en daily. Maintenant, moi, je vais regarder la construction des prix ici, c'est-à-dire sur le canal inférieur. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Si le DAX, ici, ça, c'est une impulsion baissière, je recherche typiquement un pullback vague 4, ce qu'on avait fait là, dans le haut canal de tendance, ici, ce qu'il fallait vendre en fait et que j'ai raté à peu de choses près. Et l'objectif, c'était de viser du coup une dernière touchette dans le canal de tendance, éventuellement une petite extension dessous, mais normalement ici on achète, c'est-à-dire qu'on est en vague 5 et on recherche des achats sur le DAX. Donc moi j'ai des choses très contradictoires, parce qu'en hebdo, on fait une clôture franche sous un niveau Fibo majeur, qui était donc par là, les 10 009. Je vais enlever les gaps, maintenant il n'y a plus besoin, de toute façon le gap clôturé n'a plus d'effet technique, l'objectif c'était un aimant à prix, on est venu refermer ce gap, mais voilà, regardez-moi en hebdo, on est sur des targets sine wave, d'achat, c'est-à-dire que là, ce n'est pas des targets de break, c'est des targets de cassure de range. Je vous apprends une chose. Dans un range, on achète les targets et on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que s'il y a un signal, on achète. Là, on arrive dessus brutal, il n'y a pas de signaux. Mais là, je peux vous garantir un truc, si le momentum il se retourne à l'achat, on va en avoir un signal hebdomadaire. Donc là, moi, je vous dis, faites gaffe, parce que cette zone-là, c'est très vendeur en daily. En tout cas, c'est assez punchy en daily, mais la tendance daily me semble extrêmement mature, puisque c'est ici qu'on a accéléré. Ça, c'est typique de la vague 3. Je vous dis, regardez le petit canal de tendance.
les petits. On accélère dans ce canal. Ici, il y a bien une vague 3 potentielle. On fait le pullback vague 4, ce qui fait qu'en termes de maturité de cette phase de baisse, on est en vague 5. Moi, je n'ai pas tendance à suivre les vagues 5, plutôt à essayer de chercher leur fin, puisqu'elles prévalent d'un mouvement suivant de retracement qui va probablement se mettre en place. De retracement, et comme ici pour moi, on est plutôt sur de la structure de range, A, B, C, sur un Fibo, sur une target, j'ai plutôt envie de maintenir un biais acheteur sur le DAX. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel niveau on va trouver ces achats. Je vais essayer de chercher des informations comme toujours supplémentaires, c'est-à-dire quand j'ai pas d'infos, je creuse, en utilisant toutes les informations qui sont disponibles, en tout cas celles que moi je mets à profit dans l'utilisation de ma stratégie. Et normalement, ceux qui me connaissent et qui suivent depuis un moment, vous devez déjà savoir ce dont je vais vous parler. De toute façon, j'ai déjà pointé plus ou moins ma souris dessus. Je vais regarder le volume, cherchant des informations, ne les ayant pas de par les indicateurs, ou alors des informations qui ne permettent pas de gérer suffisamment le risque, même si là, très clairement, c'est un triple signal d'achat. Le problème, c'est qu'on ne prend pas ça quand on est dans un breakout. Voilà. Donc là, oui, le marché est survendu, mais voilà, attention, survendu en breakout, faut pas non plus, faut pas jouer le justicier, quoi. Donc là, moi, je dirais prudence, faut attendre que cette tendance se termine. Je vois bien les 3 vagues de baisse, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pareil, j'ai pas envie de vendre. On est survendu, certes, mais survendu dans une tendance baissière, c'est pas suffisant pour ma part pour acheter. Donc je vais plus ou moins attendre de nouvelles structures de prix plus confortantes avant de passer éventuellement à l'achat du DAX à nouveau. Mais il me semble que pour moi, le biais doit quand même rester acheteur. Donc je vais quand même chercher des signaux d'achat en intraday ce matin. En 15 minutes, là je ne m'amuserai pas à faire du 2 minutes. Que je pense qu'il y a quand même encore un petit biais baissier à prendre sur le DAX. Mais je pense qu'au bout d'un moment, celui-là, quand il va trouver un support, selon la force de la réactivation. Il faut que la réactivation soit brutale, puisque l'objectif c'est de venir invalider cette structure-là, ou clairement de mourir là aujourd'hui pour se garder ça demain à la hausse. Voilà. En sachant Brexit, ça va impacter la zone euro, ça peut impacter la cotation de notre DAX, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais je vous invite à être très prudent par rapport à ces cotations sur le DAX. Moi, je pense qu'il ne faut pas les vendre parce qu'elles sont un peu trop dangereuses, ou alors les vendre à très court terme, c'est-à-dire essayer en intraday de vendre les petits rebonds. Mais par contre, je pense que le prochain mouvement en swing est à l'achat. Moi, c'est ce mouvement-là que je cherche. Maintenant, j'ai essayé la semaine dernière, ça n'est pas passé. Je vais réessayer quand même cette semaine sous différentes conditions. Voilà. Donc là, je dirais pour l'instant, en 15 minutes, il n'y a pas de signal qui permette d'acheter cette survente en 2 heures. Donc pour la suivi intraday de mon DAX là ce matin, honnêtement, moi je resterai à l'écart de ce marché, trop dangereux, trop piquant, parce que si j'avais eu un signal ici beaucoup plus intéressant, type exit ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Là pour l'instant, j'ai rien du tout, et du coup, ça ne m'invite pas à être agressif. Voilà donc mon sentiment pour le DAX, donc à suivre, à voir si donc cette semaine nous allons clôturer au-dessus des 10 900 pour tout simplement récupérer le support Fibonacci des 23,6 à 10 900, niveau que le marché a clairement traité, hein. On ne va pas se leurrer, ça là c'est le niveau Fibo. En fait on est revenu le tester 15 fois, on a essayé de passer et on passe pas. Donc ce niveau qui est maintenant considéré comme résistance, le même niveau qui est donc ce canal qu'on a brisé, je pense qu'on va le retester. Je préfère être franc, hein, voilà. Si on trouve un support ici, le premier objectif graphique, c'est de venir retester ça. Donc la grande question sera, si on arrive à matérialiser un support, soit aujourd'hui, Normalement, aujourd'hui, on devrait essayer de trouver ce support. Si on le trouve et que demain, voire même dès aujourd'hui, ça rachète pour revenir tester cette résistance-là, et que cette résistance saute, tout ça, en fait, n'aura été qu'un excès. Typiquement, une vague 5 de vague 5 de vague 5, on fait rentrer tout le monde à l'achat sous un support qui sera simplement pré-percé. Je pense quand même qu'à terme, par contre, maintenant, ce qu'a fait notre DAX ici, c'est qu'il vient de montrer qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs qu'avant. C'est-à-dire que ça maintient bien ce que je pensais. On est dans des structures de range qui précéderont des bear market. Maintenant, est-ce qu'on est en bear market tout de suite? Je ne pense pas. Voilà, c'est toujours mon sentiment graphique. Avant de dégrader ces tendances vers des bear market, je pense que c'est pas tout de suite. Voilà. Donc à voir, mais tout dépend des Américains dont on parle immédiatement pour terminer ce scénario. Donc en gros, qui décide de quoi en ce moment? Soit les Amerlocs ici, ils lâchent ces directions, le Fibo suivant et probablement un excès supplémentaire ici. Donc on va casser ou on va tester les 2400 sur le S&P. C'est clairement, si ça se produit ça, qu'est-ce qui va se passer par contre sur la zone euro? Voilà. Si là ça lâche côté US, putain le DAX qui a déjà bien baissé et qui sous-performe grave, risque de se prendre une tartasse monumentale, hein. Je vous rappelle quand même qu'en termes de ratio, ça fait du -8 à faire à Wall Street,
Bon, moi je pense que dans cette condition-là, le DAX ne peut pas faire moins 8 non plus. Sinon, lui, il est plus en bear market, mais il est complètement sanglant. Imaginez-vous que si on se fait moins 12 sur le DAX, on est à 9000. C'est que là, la zone euro est en récession. Hein. Je ne peux pas faire plus simple. Hein. Donc, on va voir. Mais si l'économie leader de la zone européenne se prend à moins 30 depuis le sommet historique, bah, c'est ce qu'on appelle une récession. Hein. Là, il ne faudra pas chercher à triturer les mots autrement. On ne pourra pas utiliser d'autres mots que ça. Donc je ne pense pas, parce que ça me semble très immature comme structure. Par contre, pour moi, ce qui a le plus de chances de se produire, c'est ça. C'est-à-dire le rebond de Wall Street, le rebond du DAX qui va venir tester ça, là, en fait, cette précédente résistance. Je ne pense sincèrement pas qu'on ait les chances de la casser. Hein. Moi, je pense que ce qui nous attend, c'est un espèce de truc comme ça. Et puis, hop, dès que Wall Street va enfoncer, là, effectivement, le DAX enfoncera sur une nouvelle vague de baisse pour venir chasser les différents niveaux de support sous cette mèche-là. Et éventuellement venir chercher sous le Fibo 38.2, mais ça me paraît quand même lointain. Ouais, c'est-à-dire que moi, je pense que la digestion, c'est ça. On se fait un truc comme ça sur le DAX. Je vous rappelle que normalement, tendance baissière, pour moi, on doit corriger en 2 vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, avec un overlap. D'accord ? On fera donc dans ce cas-là, une première vague de correction, ensuite B, et C. Pour moi, DAX, c'est ça, le schéma. D'accord ? Et c'est vraiment ici, je pense que les prix seront très intéressants. Mais je pense qu'on va faire une petite 5. Comme on doit casser un support, je pense qu'on va quand même aller dire bonjour à celui-là, là, les 10 400, parce qu'on va essayer de basculer dessous. Je n'ai pas vraiment la conviction qu'on arrivera à passer là-dessous, parce que c'est quand même très loin du niveau Fibo. Mais je pense qu'il est normal qu'on casse ce Fibo 23.6, en tout cas que ce n'est pas inquiétant. Ça prévaut simplement, et ça prévient de ce qui risque de se produire derrière. Voilà. Mais moi, théoriquement, c'est ça que je pense. Derrière une bonne vague B, on reviendra faire le plein de volume ici, chercher un bon paquet de vendeurs. C'est là où je serai chaud pour vendre l'année prochaine. Et derrière, évidemment, en 2020 ou fin 2019, on s'envoie la phase bien plus épidermique, où là, on aura une vraie belle tendance baissière bien forte, avec très peu de pullback sur le DAX, pour venir chercher les différents niveaux, et les différents niveaux de long terme, en fait, ces zones-là, sur notre ami le DAX. Voilà donc le schéma que j'ai à long terme. Maintenant, les raisons qui m'invitent à penser que là, on marque les esprits, mais une fois que ce sera terminé, cette phase-là, pas l'impression qu'on aille bien bien loin. Maintenant, il faudra gérer le risque dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité qu'ici le couteau tombe, que Wall Street s'allâche tout de suite et qu'on aille chercher sous 2004, et dans ce cas-là, effectivement, être acheteur de DAX, ça risque de vous coûter un bras. Voilà, allez, maintenant Forex, on commence direct AUD-NZD. Pour moi, ça c'est le thème de cette semaine, donc nouvelle ouverture en gap baissier. Alors ça c'est la typique, hein. Ça fait combien de fois que l'AUD-NZD nous fait le coup, c'est-à-dire j'ouvre encore plus bas, mais par contre j'achète tout de suite. C'est-à-dire ça ouvre mes carnages et on achète. Donc moi je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire ce truc-là, comment on peut traiter ce marché. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à des cotations normales, mais on est donc venu chercher le bas de ce canal. Bon, voilà, ça pue la lessiveuse, hein, break. Donc ce canal est construit de façon complètement débile. Donc est-ce qu'on va en sortir enfin à un moment donné ? Je sais pas. Bon, moi je serre toujours les fesses, donc je fais rien. Je peux pas acheter parce que ce serait complètement con de me réexposer encore là-dedans. J'attends tout simplement que ce marché se renverse. Les signaux que j'ai en face de moi sont ceux d'une lessiveuse, complètement. Donc ça lessive en daily. Comment on gère une lessiveuse ? Voilà, on fait ça. On serre les fesses et on attend que le marché termine sa distorsion de marché et que évidemment la distorsion trouve sa contrepartie, c'est-à-dire derrière que le marché après digestion reparte plus massivement dans l'autre sens. Donc je vais attendre, puisque ce mouvement-là ne correspond pas à mon scénario. Je ne vais pas passer vendeur de la lessiveuse, parce que le problème de la lessiveuse, c'est que vous ne savez pas évidemment à quel moment ce schéma de merde va s'arrêter. Donc moi j'attends. Je pense que là, on a des structures de prix qui m'invitent à penser que terminé. Hein, voilà, là, c'est survente ici dans le bas de canal. Donc normalement, on digère. Donc soit on digère acheteur et on revient chercher rapidos la résistance, comme ça. Soit on digère momol, c'est-à-dire à plat, comme on a fait. On reste sur cette zone à plat jusqu'à essayer de relancer une nouvelle fois à la baisse. Bon, moi, j'aimerais bien voir quand même un petit soutien acheteur en ce début de semaine, c'est-à-dire voir le marché revenir assez rapidement tester, osciller sur le haut de canal, puis en sortir. Ça me donnera une forte conviction que la lessiveuse, c'est fini. Et dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une lessiveuse. Hein, ça aura juste été une tendance très pernicieuse avec des très faibles niveaux de retracement. C'est-à-dire que normalement, dans une tendance, on retrace assez profondément les vagues.
Et là, on n'aura retracé que dalle, c'est-à-dire on aura fait maxi 50% de retracement en vague 2, ce qui est assez rare, et on aura fait 23% de retracement en vague 3, ce qui est encore plus rare, en vague 4. Ça veut dire que globalement, on n'aura rien retracé, et ça donne une impression donc de lessiveuse qui n'en est pas spécialement une. Normalement, la lessiveuse, ça ne prend pas ces formes-là. On latéralise 4-5 bougies, on impulse 4-5, donc là, on a latéralisé beaucoup plus longtemps. Ça montre quand même un sentiment de très faible, beaucoup de faiblesse acheteuse. Bon, effectivement, en étant dans le camp des acheteurs, j'aime pas trop ça, et je me suis fait surprendre, mais je pense qu'il y a toujours gestion du risque à faire dans ce marché-là. Pour moi, on est toujours dans un marché de range, on casse les bornes, ce qui fait qu'ici, je pense j'ai tout sauf envie de me positionner vendeur, j'ai tout sauf envie surtout de revendre mes achats. Donc je prends un risque, j'en suis conscient, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, donc j'attends tout simplement que le marché aille enfin dans mon sens. Tant qu'il ne le fait pas, je ne fais rien, parce que je ne dois surtout pas reprendre des trades dans ces contextes-là. Donc je dirais qu'il y a quand même un gros cluster décisionnel ici, donc le haut de canal, cet énorme oblique de long terme qu'on a donc cédé sans la moindre... bon voilà. Et puis quand on casse le marché comme ça, vous voyez, s'il y avait eu grosse consolidation puis enfoncement, j'aurais été beaucoup plus confiant sur effectivement la durée de ce truc. Bon là voilà. Donc AUDNZD, je surveille, encore une fois, ne pouvant rien faire d'autre, ben, je regarde et je souffre, point barre. Les autres marchés, bon ben voilà, ça se passe pas trop mal, l'eurodoll va bien. Maintenant j'aimerais bien parler GBP-USD. Voilà, donc là GBP-USD, gros travail sur le support, ça fait 3 fois qu'on le touche, il est carrément faible maintenant. On y va pas, je n'ai pas la réponse. Je vais vous mettre le graphique en hebdo. Pourquoi on a mis 2 daily là du coup? Voilà, en hebdo. Donc voilà, pour moi, graphique hebdomadaire, ça parle de lui-même, c'est-à-dire, sur cette zone-là, est-ce qu'on ne va pas s'enfoncer un tout petit peu, hein? On peut. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Par contre, je vais juste vous faire noter un autre truc. Alors, rappelez-vous les Fibos, d'accord, je vais me mettre en grand écran, voilà. Les Fibonacci qui sont tracés automatiquement pour vous. Il y en a un de Fibo que je ne mets pas parce qu'il est très rare. C'est donc le 14,6 et je pense qu'on est dessus. Ah bah non, on est carrément dessous en fait. Donc on va remettre. Non, c'est pas ça que je veux mettre. Le basique. Voilà. Non, tu peux mettre 23,6. Pardon. Non, 14,6, pas 16,4, c'est n'importe quoi. Ok, bon bah non, je pensais qu'on était dessus, donc je vous dis des waves, c'est pas grave, on n'y est pas. Donc attention, hein, c'est vrai que c'est pas furieux comme truc, et on a donc une target ici sur le GBP USD, donc on pourrait très bien vider 1,21 éventuellement, donc d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, moi, je vous apprends à trader dans un range, d'accord, les cassures de canaux de tendance. Là, pour moi, on n'est pas dans un range, on est dans une vague 1, 2, voilà. Donc, normalement, on est supposé viser des niveaux de retracement ici. Niveau de retracement, et vous voyez qu'on est sur ce niveau 76,4. Et donc, voilà, c'est là, pardon. Ah non, ici, on est sur 61. Donc, le prochain, c'est 76,4, donc 1,23. Prochaine target potentielle qui corroborerait la proximité de cette même zone hebdomadaire, target de breakout. À voir. Maintenant, attention, lui, il a détecté le break ici, sine wave. D'accord, je vous le remets. Vraiment, cet algo, je suis pas. Il faut vraiment que je bosse dessus. Pour moi, il n'y a pas de break de cycle là. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de. Non. Pour moi, cette target n'a aucune justification, aucune légitimité. Mais par contre, ce niveau 76,4, oui. Donc, si ça se passe pas bien pour Theresa May cette semaine, peut-être ça, nouvel enfoncement pour venir chercher ici les 1,23 et cette zone-là, donc zone d'achat. Maintenant, à voir si ça rentre dans votre money management ou non. Moi, je vous le dis direct, non. C'est-à-dire que si ça dérouille et que Theresa May, ça passe pas, je vais devoir sortir GBP-USD, soit pour le reprendre, soit pour attendre de nouvelles informations. Mais même en levier spéculatif, là, je ne peux pas tenir. Tout simplement parce que je suis en 3 sur 5 ici. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 ici. Mais je suis à 3 sur 5. C'est-à-dire que je suis en levier max spéculatif, ce qui fait que je ne suis pas en levier, mais je suis en levier 1. Donc 3%, c'est un peu too much, surtout que voilà, mon prix de revient moyen, il est à peu près par là sur GBP-USD. C'est-à-dire que je n'ai pas les best price. Si j'avais les best price, je pourrais peut-être tenir éventuellement cette volatilité-là. Là, je ne peux pas. C'est-à-dire que là, si ça tombe, je suis levier 1 et je devrais bouffer 5% de perte. Je ne le ferai pas sur GBP-USD. Pourquoi je le fais sur AUDNZD dans ce cas-là, me direz-vous? Je vous réponds simplement, AUDNZD, j'ai déjà des gains sur cette paire en caisse, ce qui fait que je réinvestis des gains passés sur cette paire, ce qui n'est pas le cas de GBP-USD. J'ai raté intégralement toute la phase de hausse, ce qui fait que je n'ai pas mon matelas de confort
spéculatif pour pouvoir être un peu plus agressif sur cet achat de vague 2. Donc ne pouvant pas l'être, je vais appliquer une stratégie simple de gestion du risque habituelle, comme quand je rentre la première fois dans un marché. Donc ici, je vais devoir malheureusement, si ça tombe, prendre une perte pour revoir éventuellement un achat sous condition de signaux dans la zone là, ou en tout cas la reprise à la hausse de ce signal acheteur. Donc on va voir, pour l'instant je patiente, je n'ai aucune information sur le momentum. Donc en fait le marché ici est dans l'expectative, clairement, de savoir ce qui va se passer pour Theresa May. Voilà. Pour moi le cycle reste quand même à l'achat, c'est-à-dire que le cycle majeur ici, on est bien dans une zone où il faut acheter, mais la question c'est, le momentum à court terme est complètement dans les choux, et malheureusement je pense qu'il faut donc attendre, soit une nouvelle phase de baisse, des prix plus attractifs pour une meilleure gestion du risque, soit tout simplement un décollage avec enfin une validation. On pense que ça passe pas le Parlement, imaginons, hein, voilà, ça passe le Parlement. Bon ben voilà, putain le marché s'y attend pas, GBP USD on est là en quelques jours. Hein. Voilà, faut être conscient de ça. Tout est toujours possible. Là le marché anticipe que ça passe pas la Chambre des représentants et que Theresa May va se faire virer. Donc là il faut quand même noter aussi que le marché l'anticipe, donc c'est déjà probablement assez fortement déjà dans les prix. Si ça ne se produit pas, par contre, attendez-vous à un gros décollage GBP USD. Et c'est un décollage qui aura des UT hebdomadaires, puisque là on est sur des cycles d'UT hebdomadaires, donc on est à la recherche d'achats qui tiendront probablement 1 à 3 trimestres. Voilà. Sur le reste du Forex, rien d'autre à dire, hein, donc j'attends toujours patiemment que le dollar dérouille plus sérieusement. Sur les actions américaines, bon ben voilà, on va noter Apple, hein, donc qui, même chose, vient essayer de casser son support. On est toujours dans des formes de range, ce qui veut dire que pour moi ici, j'attends des formations et des structures d'oscillation. Je ne suis pas encore ultra convaincu par les structures de conso ici, parce qu'elles me semblaient beaucoup trop courtes. Donc j'ai toujours j'ai toujours envie de penser, pour l'instant, que graphiquement, ce que j'ai en face de moi ne me suffit pas pour renforcer mes ventes Apple. Pourtant, on essaie la cassure de ce support, mais j'ai tendance à penser que ce truc-là, c'est du A, B, C. On vient chercher les cons ici pour mieux remonter derrière, soit en running flat, c'est-à-dire A, B, C, et le point C n'arrivera pas à déplacer le point A, ou alors extended flat et le point C vient chercher la résistance ici, où effectivement moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'Apple, ils peuvent très bien nous faire le range volatile, c'est la structure la plus chiante. Hein. On voit bien le schéma, hein, A, B, C, on est bien dans ce truc-là, deux vagues de hausse, auquel suit A, B, C, deux vagues de baisse, et à laquelle suivrait normalement 1, 2, 3, 4, 5. Donc une impulsion haussière, soit qui n'arrive pas à casser le point A, on échouera ici, pire, on casse le point A et on va ici. Et là, aïe aïe aïe. Voilà, forcément ça va faire chier tout le monde si c'est ça qui se produit. Moi, je ne sais pas, donc j'attends. Mais c'est ce point C que je veux vendre sur Apple. Et si je me suis trompé et qu'on est déjà dans la phase de baisse, eh ben tant pis. En tout cas, je ne renforcerai pas en l'état mes ventes Apple. Je trouve les structures de range insuffisantes pour l'instant. Raison pour laquelle je pense toujours que les indices américains vont save the dip et non pas sell the dip et partir en panique boursière. Donc je suis attentiste, mais je ne pense pas qu'on soit parti pour une panique en fin d'année. Maintenant, le marché, pour l'instant, est très hésitant, donc je pense qu'il faut faire attention à cette volate. C'est plutôt ça, en fait, le message que je voudrais envoyer pour cette semaine. Attention à la volate. En plus, il y a un contexte qui s'y prête absolument. Theresa May, le Brexit, toujours les problèmes avec l'Italie, dont on va parler cette semaine, le budget, voilà, donc. Toutes les thématiques sont là pour alimenter la volatilité dans un marché qui est très indécis. Donc face à ça, moi honnêtement, je vous invite à la plus grande prudence. L'intraday, oui, mais en sachant que à tout moment, une news peut tomber et vous cartonner complètement en intraday. Donc j'ai envie de dire intraday, swing, pas intraday. Dans tous les cas, prise de position, il faudra des signaux de très bonne qualité, il ne faudra pas pleurer s'ils sont invalidés et surtout, je pense, réduire le levier par 2 pour s'offrir des stops 2 fois plus grands. Tout simplement, si jamais une news comme ça tombe d'un coup, je ne sais pas, un Salvini qui fait un communiqué inespéré ou un truc comme ça, très attention, parce que je pense qu'il faut être capable d'absorber cette volate. Ça peut très bien taper pendant 5 minutes, ça dérouille en 5 minutes, et puis 2 heures après, au final, on est de retour sur les mêmes zones. Mais attention, vous savez qu'aujourd'hui, le marché est très automatisé. Je lisais un article très intéressant hier, et ça fera guise de conclusion aujourd'hui, puisque je n'ai rien d'autre à vous dire. C'était, je crois, JP Morgan ou Goldman, enfin un gros market maker qui disait qu'aujourd'hui, ils avaient beaucoup de problèmes avec leurs propres algorithmes à eux, et le traitement que faisaient leurs algorithmes par rapport aux fake news, au news flow qui est considérablement alimenté de fake news.
ou de news qui sont volontairement orientées pour impacter les marchés. Donc là, bon, je vais vous décrypter ça. En gros, j'enlève le langage soutenu de l'article. En gros, les grosses banques d'affaires commencent à se plaindre du fait que la Maison-Blanche manipule le marché et que la presse, de manière globale, fait plus du sensationnel que de l'information. Et du coup, malheureusement, les algos qui sont chargés de traiter cette information en temps normal sont aujourd'hui en train de traiter des informations volontairement émotionnelles et catalysantes qui font partir un peu en vrille ces algos qui sont là, en fait, normalement pour percevoir le sentiment de marché et créer une gestion du risque. Donc, ce qui fait que malheureusement, ces algos qui sont là et pour gérer le risque dans les stratégies un peu plus agressives, ils sont complètement baladés parce que le marché est soit manipulé par de la fake news totale, c'est-à-dire la news est complètement pourrie, mais elle est relayée sur les réseaux et du coup, elle est considérée par ces algorithmes comme viable. Parce que je vous rappelle que ces algos doivent traiter l'information en quelques millisecondes, donc eux ils n'ont pas le temps d'aller fact-checker et compagnie, ils s'en battent les couilles. Ils regardent s'il y a plusieurs sources qui parlent de la même chose plus ou moins, et si ces sources ont touché à un certain nombre de cibles, un certain nombre d'impressions. C'est comme ça que travaillent ces algos. Ils regardent, ils disent ah là j'ai une news que telle personne est en train de parler. Cette news est relayée sur plusieurs sources, ok. Et combien d'impressions ces sources ont fait en termes de vues. Et si ça coche ces 3 cases, hop, l'information est viable, tout ça a été traité en moins d'1 milliseconde, et derrière, il y a un algo qui va interpréter les mots à l'intérieur, savoir si c'est plutôt positif, négatif, et on va s'en servir pour pondérer les positions ouvertes en cours. C'est vraiment ça, c'est les algorithmes qui à très court terme absorbent les news pour voir s'il y a l'apparition d'un nouveau risque ou non, et si du coup la banque doit gérer son risque face à cette information. Mais ces algorithmes gèrent derrière des trades, d'accord, sur des comptes de plusieurs milliards. Donc là, effectivement, même si la gestion du risque est très fine, l'algo va pas dire ok allez on vend tout parce qu'il y a une news, c'est pas ça, mais il va dire oula je perçois un nouveau risque, hop on réduit un petit peu la taille du portefeuille de 0,1%, mais 0,1% quand on parle de milliards, ça fait d'un coup dans le marché beaucoup d'ordres qui peuvent arriver assez vite, assez épidermiquement, alimenté par le fait qu'en plus les robots se copient les uns les autres, donc il suffit qu'il y en ait un qui voit que les autres sont en train de vendre, et il se dit oh putain merde faut que je vende aussi, donc tout le monde se met à vendre d'un coup, la news est traitée de façon très agressive avant même que vous n'ayez la possibilité de savoir ce qui se passe. C'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est qu'en fait la news elle arrive, elle est traitée par les robots avant même que vous ayez reçu cette information, et à partir de là, vous voyez les cours bouger, vous dites qu'est-ce qui se passe, il se passe quelque chose, vous regardez la news et vous dites ah bon ok, et en général les prix derrière reviennent à la normalité. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ça, ok. Donc, dans ce contexte, donc on sait que la liquidité est assez tendue là sur les indices actions. Je vais tout simplement, voilà, graphiquement parlant, hein, les Apple, les trucs comme ça, vous prenez pour moi le DAX, je trouve que c'est celui qui parle le plus, DAX Cash, la semaine dernière en hebdo. Voilà, pour moi, le graphe hebdo du DAX la semaine dernière, c'est celui qui explique tout. On est venu clôturer le cash, hein, d'accord, sur le niveau technique. C'est-à-dire que là, rien n'a été cassé sur le DAX en hebdo, en soi, puisqu'on est venu terminer la semaine sur le gap. Clôturé pile poil en bas du gap, 10 800, point barre, niveau technique. Ce matin, on rouvre avec un tout petit gap baissier. La clôture hebdomadaire, c'est vendredi. Donc accrochez-vous, d'ici vendredi, il va s'en passer des choses. Ça peut très bien finir là. Là, on est sur target de break. Ce break, le même break dont on parlait, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une tendance baissière qui va s'imprimer ici? Est-ce que le marché continue son mouvement baissier, ou bien est-ce qu'on est dans un range hebdomadaire et malheureusement cette target doit en ce cas-là être achetée pour un pullback, voire une extension de ce range, c'est-à-dire une remontée en 2 vagues qui pourrait sans grande peine, à mon sens, carrément revenir chercher du 12 006. Hein. Moi sur le DAX, 12 006, je vois aucun problème. Comment on trade la structure de range ici? Je vous rappelle que normalement on doit donc casser cette structure de tendance. C'est-à-dire que là, le minimum à retracer en l'état actuel des choses, c'est 12 007. Alors après, comme on n'y sera pas demain, évidemment, ce truc-là va faire ça. Hein, c'est-à-dire qu'on va effectivement partir dans ce sens-là, sur ce canal-là. Donc du calme, ça veut dire il faudra normalement venir briser ça pour pouvoir retrouver des ventes intéressantes sur le DAX. Ventes que je prendrai moi l'année prochaine, mais normalement pour moi le schéma ici, c'est une reprise de type ABC, hop, 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 et ici on repasse vendeur. Donc ouais, pour moi, est-ce qu'il faut vendre le DAX? Non, je trouve ça beaucoup trop dangereux. Maintenant,
ça s'appelle acheter une structure de consolidation, c'est-à-dire acheter du bad range. Je vous rappelle qu'achat de bad range, ça doit se faire avec des stops très larges. Là, on parle de mettre des stops très larges sur une unité hebdomadaire. C'est-à-dire que là, théoriquement, les achats que vous prendrez, dans l'application de la stratégie, les achats pris ici devraient être faits avec des stops, théoriquement. Je vais y arriver. Normalement, moitié. Ouais, ça devrait faire des stops de 6% sur le marché. Voilà. Bon, moi, je vous dis ça comme ça. Et je pense même qu'il faudrait même se protéger avec des stops plus bas que ça, au cas où le marché vienne chercher ça. Mais ça fait des stops très très conséquents. Ça ne veut pas dire que le trading n'est pas viable, loin de là. Ça veut juste dire que la taille de la position, ici, doit être très mesurée. Tout simplement. On doit risquer 1,5, 2% maxi sur des stops qui représentent 7 à 8% sur l'actif sous-jacent. Donc effectivement, ça ferait des leviers divisés par 4, mais il faut savoir que les gains qui sont visés derrière sont évidemment proportionnels. Là, on vise un rebond éventuel de 10% sur le DAX. Avec un levier divisé par 4, ça vous fait quand même un gain de 2, 2,5. C'est un gain typique de range. Pour moi, ici, si vous prenez la stratégie de range dans son application toute simple, si TradingView veut bien arrêter de ramer, voilà. Théoriquement, ici, on est supposé viser les retracements Fibo. Hein. Donc normalement, là, la stratégie de range, c'est TP1, TP2. Voilà. Si on l'applique, là théoriquement, on est supposé faire ça. Voilà. Ça nous ferait un DAX en TP1 à 12004, ouais, et un TP2 même éventuel. Bon, celui-là, je le sens, il me semble quand même un peu loin. 12800. Ça fait très très loin. Imaginez-vous, le mec qui vend le DAX aujourd'hui, il va falloir qu'il subisse ça, quoi. Et puis pour racler quoi derrière? C'est ça le truc. Je pense bien que notre DAX va aller chercher sous les 9000 derrière, mais soyez conscients du truc, quoi. Le mec qui vend là pour viser ça, il va falloir qu'il bouffe plus de négatifs sur son compte pendant des années avant d'obtenir le gain. Hein, sachant qu'il y a toujours des frais de couverture sur une vente à découvert. Donc voilà, moi je dirais quand même prudence, ça ne me semble pas être le moment opportun pour vendre. Voilà mon message. Voilà. Cela dit, beaucoup de prudence, il n'y a pas de signal d'achat. On va voir si cette semaine on trouve une phase de temporisation. Là, on rentre dans la zone de vente en hebdomadaire. Sine wave est toujours dans sa zone d'achat. On attend donc, pour ma part, j'attends donc des signaux de confirmation daily, signaux qui sont insuffisants et qui, en plus, en 2 heures, ne trouvent aucun renfort. Donc, vraiment, patience. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Soyez vraiment prudents. Très 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 prudent, beaucoup plus qu'à l'accoutumée, mais je n'inviterai pas à la panique en ce lundi, tout simplement parce que pour moi les informations qui me sont présentées ne vont pas en ce sens, malheureusement. On a donc ces fameux catalyseurs totalement imprévisibles qui impactent pour l'instant le marché et qui pourraient l'impacter encore plus dans les prochains jours en fonction de ce qui se produira.